Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous et comme chaque mardi, on met en lumière un métier ou un parcours de vie et aujourd'hui, on est avec Brie. Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, Raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, Raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Salut les filles. Barista, donc spécialiste du café et de la préparation du café. Trop bien, on est trop contente de t'accueillir. Ouais. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire en gros en quoi ça consiste un barista? Eh bien, le barista, c'est le spécialiste de la préparation du café et aussi de la connaissance du café. Donc on est souvent comparé à des sommeliers du café. Sur la partie connaissance théorique du produit, savoir d'où ça vient, comment ça a été préparé, comment ça a été torréfié, quelle a été la méthode de fermentation, tout ça. Mais on est aussi, à mon sens, les cuisiniers du café parce qu'on va venir transformer le produit et passer d'un produit solide à un produit liquide. Donc on est le dernier élément de la chaîne de production. On n'est pas que les connaisseurs du café. No offense pour nos amis sommeliers, mais on a un petit peu plus de travail à savoir magnifier le produit. Voilà. Super. On a l'habitude pour cette saison de commencer par la même question pour tous nos invités. Okay. Et cette question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu un événement ces dernières semaines ou derniers mois qui ont eu un gros impact dans ta vie ou un gros événement qui s'est passé et qui t'a marqué? Oui, je pense qu'il y a eu un gros impact. C'était mon concours de championnat de France de barista qui était en mars dernier au Paris Coffee Festival et qui s'est bien passé puisque j'ai gagné. Donc ça change pas mal de choses et pas mal de données dans l'équation. Donc évidemment, c'est une super nouvelle pour moi, mais aussi pour Polygone, pour l'entreprise. Et puis c'est une reconnaissance du milieu professionnel, donc c'est très cool. Et puis c'est l'aboutissement de pas mal de semaines, pas mal de mois de boulot. Donc ça fait plaisir. Et c'était surtout pas gagné d'avance parce que la concurrence était rude. Et d'année en année, c'est de plus en plus dur de réussir à faire des belles places parce que le niveau augmente, ce qui est une très bonne chose pour le milieu du café en France. Bien sûr. Trop génial. On va en parler davantage. On a quelques questions. Avant de parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui un peu plus dans le détail, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi et comment tu étais quand tu étais plus jeune? Petit, comment il était? J'avais pas de cheveux longs. Ok, tu n'es pas né comme ça. Ceux qui m'ont vu démarrer dans le milieu du café s'en souviennent. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Non, j'ai grandi dans les Deux-Sèvres, un petit département de l'ouest de la France. Dont la capitale est Niort, donc c'est vraiment voilà. Des fois, on passe par les Deux-Sèvres, mais on s'y arrête pas souvent. C'est un petit département de la campagne. J'ai grandi là-bas. J'ai passé mes études au lycée hôtelier à La Rochelle après. Puis à Nantes. Mais voilà, j'ai grandi toute mon enfance à la campagne. Et comment est-ce que tu étais petit? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un métier que tu voulais faire, des petites idées Ouais, dès que j'avais 8-9 ans, je voulais devenir cuisinier et très vite pâtissier. D'accord. Il y avait ce vieux grimoire de recettes de cuisine de mon arrière-grand-mère qui était cuisinière. Qui était dans la famille et qu'on feuilletait le week-end pour faire des recettes d'antan, même si évidemment tout ne fonctionnait pas parce que les recettes avaient presque un siècle et donc la farine a changé, le lait a changé, mais bref, c'était un moment familial hyper cool et ça m'a tout de suite donné envie de faire ce métier-là. Donc dès que j'étais gamin, je me suis dit que je voulais devenir cuisinier. Donc j'ai bossé au collège pour intégrer un lycée hôtelier très vite et je savais directement où me placer. Et pour moi, ça me paraissait facile et évident. Là où pour pas mal de mes potes, arrivés au lycée, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire comme métier. Ils partaient dans des facs un peu par hasard ou faire des études de commerce, de psy, on ne sait pas trop. Et puis finalement, il y a eu plein de changements après. Mais moi, ça faisait déjà 7-8 ans que je savais ce que je voulais faire. Même si ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Voilà, et du coup, effectivement, c'est une super transition. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du coup, tu intègres une école de cuisine. De cuisine, un lycée hôtelier. D'accord. À La Rochelle, dans lequel j'apprends à faire de la cuisine, du service, de l'hôtellerie un petit peu, mais surtout cuisine-service. D'accord. J'adore ce boulot, c'est des métiers de passion, on pourrait en parler pendant des heures.
c'est hyper prenant et c'est hyper enrichissant, mais en même temps, c'est un milieu différent de celui auquel je m'attendais en rentrant à 14-15 ans dans un lycée. Moi, je pensais que c'était comme faire des gâteaux à la maison le week-end. Et là, en fait, il y a de la rigueur, il y a des tenues, il y a une brigade, il y a le mot chef, il y a des protocoles. Donc, c'est un métier. En fait, c'est plus une passion, c'est un métier. Et ça me plaît pas mal. Mais j'apprends à faire du café pendant le lycée hôtelier. J'ai une petite formation de la part de Malongo, qui fait encore des petites formations de café et des concours pour les jeunes professionnels du café dans les lycées. Et ça a été un premier pas dans ce milieu-là. Alors, c'était pas aussi poussé que tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'était déjà une porte ouverte sur ce milieu-là, parce qu'en 5 ans de lycée hôtelier, j'ai jamais eu un cours sur le café. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nomenclature de cours sur le café. Donc quand ils sont arrivés et qu'ils ont ouvert cette petite porte en disant bah voilà, il y a plusieurs variétés de pommes, il y a plusieurs variétés de café aussi. Ah bon? C'est pas juste un produit caféiné qu'on consomme avant le service pour avoir la pêche et pas s'endormir. Ok. Et du coup, ça a été une révélation. J'ai retenu tout ce qu'a dit le monsieur, donc j'étais très intéressé. Et je me suis dit, bon, bah, faut peut-être pousser de ce côté-là, du coup, et peut-être que l'idée de faire une pâtisserie coffee shop couplée avec du café, ça pourrait matcher. Donc c'est vraiment grâce à cette rencontre, tu as eu le déclic et tu t'es dit, je veux faire ça en fait. Complètement par hasard en vrai. Par hasard, Dominique, le formateur chez Malongo, qui est encore formateur aujourd'hui, que j'ai revu là ce week-end, qui est Dominique, si tu nous entends. Qui, voilà, malgré tout, avec une petite formation au hasard, a créé une vocation et un parcours. Et à la base, je me suis dit, bah, je vais aller apprendre à faire du café parce que j'ai appris à faire de la pâtisserie, de la cuisine, ça c'est ok. Mais je ne sais pas encore faire du café. J'avais beaucoup lu, je m'étais renseigné, je faisais un peu de café filtre à la maison, mais je ne savais pas travailler dans un coffee shop. Donc je suis sorti de saison de pâtisserie après mes études, où c'était un rythme costaud, 7 jours sur 7, 9h minuit, tous les jours. Donc je suis sorti de là, j'étais un peu épuisé, je me suis dit allez, on va aller faire un peu de café, ça va changer. Donc je suis monté à Paris il y a 10 ans, pile. En septembre 2014. Happy birthday. Happy birthday, happy 10 years. Pour faire du café et me dire, bon, on va voir. Et puis à terme, j'ouvrirai mon coffee shop. Et finalement, il y a eu un tel engouement pour le café au fur et à mesure. Il y a tellement peu de professionnels. Et c'est un tel rabbit hole, on dit souvent. On met un pied dedans et en fait, on découvre d'autres sous-métiers, d'autres... Et en fait, on apprend tous les jours. Toi, du coup, donc à ce moment-là, tu dis, ok, donc je découvre, donc je suis en école, j'ai cette porte-là qui est le café à laquelle j'avais jamais pensé. Tu mets un pied dedans, et à partir de ce moment-là, même toi, en fait, tu découvres ta passion, j'imagine, au fur et à mesure. En fait, tu grattes un petit peu derrière. Et qu'est-ce qui se passe après cette école, on a un diplôme, on a quelque chose. Est-ce que après le lycée hôtelier exactement. Oui, bien sûr. J'ai fait un bac hôtelier et un bac technologique hôtelier et un BTS option cuisine, génie culinaire. Donc je pars avec un bagage. Là, je peux normalement, avec un peu de récupération, travailler dans une cuisine en tant que cuisinier ou pâtissier. Et une fois l'école terminée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te lances directement dans le monde du café? Il se passe ces 4 mois de saison où je suis sur la côte atlantique à Royan et où je fais de la cuisine, de la pâtisserie, où je gère un restaurant où j'envoie tout seul 200 à 250 couverts par service, midi et soir. Et donc voilà, c'est là où 7 jours sur 7, 9h minuit, c'est vraiment dur. Et c'est pas, on va être très honnête, très gratifiant encore à l'époque, parce que c'est pas de la grande pâtisserie, parce qu'on n'est pas payé des milliers et des cents, qu'on fait beaucoup d'heures, donc c'est les saisons. Il faut y passer, c'est pas obligatoire, mais en l'occurrence ça marche bien et il y a du boulot. Mais je sors de là en me disant, j'ai besoin de voir autre chose que de la crème brûlée x 400 tous les midis, quoi. Donc je sors de là et je me dis effectivement, je vais tenter ma chance à Paris pour faire du café, avec ce petit bagage que j'ai pour le coup, qui est cette formation barista de Malongo, cette journée d'initiation au café, c'est même pas une formation. Une journée. Et c'est cet intérêt que j'ai, cet attrait que j'ai, et surtout ce bagage restauration. Il n'y a pas beaucoup de baristas, en tout cas il n'y avait pas beaucoup de baristas, je pense que c'est toujours le cas, qui ont un bagage de restaurateur quand ils font du café.
il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion dans ce métier-là parce que c'est nouveau et que ça plaît pas mal. Mais donc, il y a plein de gens qui qui étaient agents immobiliers, qui étaient, je sais pas, biologistes et qui se disent je vais faire du café et c'est très bien. Mais du coup, ça reste un métier de restauration et de service. Bien sûr. Donc, il faut avoir des règles d'hygiène, il faut avoir des règles de service, il faut avoir des notions de restauration, tout simplement. Et donc, ça m'a donné un peu plus de force pour postuler. C'était un bagage intéressant, je pense, pour les coffee shops et les torréfactions. Trop bien, franchement, lequel. Et donc là, tu te dis, je veux devenir barista. Est-ce que tu fais des rencontres? Est-ce que tu suis une formation? Qu'est-ce qu'un barista aussi au-delà de ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cet univers-là? Ouais, alors au tout début, je rentre dans un coffee shop qui était hyper cool et qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais qui était un coworking rue des Vinaigriers, qui s'appelait Craft, pour ceux qui auront connu ça. Ce podcast est autoproduit par notre agence You Choose qui a une seule mission, révéler qui tu es. Au-delà d'être sœurs, nous sommes devenus associés et nous avons créé un écosystème alternatif au métro boulot dodo pour faire briller des personnes comme toi et moi. Que ce soit grâce à nos coachings qui te permettent de t'accompagner pour trouver ta voie et de faire ton rêve une réalité. Ou grâce à notre agence de photos et vidéos d'émotion, parce que derrière chaque personne se cache une histoire. Alors, bienvenue à toi, abonne-toi, commente, partage pour faire vivre cet écosystème. Café Craft, et c'était très cool, très calme. On faisait du café de grande qualité et je bossais 4 jours là-bas par semaine. C'était mes 2 premiers mois en tant que barista. Et sur les 3 jours off que j'avais, je faisais des extras dans une boîte qui faisait de l'événementiel où on se faisait allumer un peu version saison. Et ça m'allait bien parce que je retrouvais un rythme qui me manquait en vrai. On se plaint de la restauration, mais en fait on y revient parce que le coup de feu et la pression, on s'y attache un peu au bout d'un moment. Donc j'apprenais à faire de la rigueur et de la régularité et de la technique chez Craft. Et j'apprenais à envoyer vite, aussi propre que possible, dans l'autre boîte, Alto Café. Et du coup, j'essayais d'être un peu polyvalent comme ça et ça m'a fait rencontrer plein de monde parce qu'il y avait plein de baristas itinérants dans cette boîte d'événementiel. Des gens que j'ai encore revus ce week-end, donc c'est trop cool. Et puis effectivement, j'ai fait un salon de café à Nantes à un moment où j'ai rencontré pas mal de gens de baristas qui étaient en train d'essayer de faire monter le niveau du café en France. Des Nir Chouchana, des Antoine Perron, des gens qui étaient là depuis quelques années déjà et qui disaient il faut faire partie d'une association, il faut pousser le truc et qui m'ont dit mais c'est bien et tout, t'es jeune, vas-y participe à des concours, en vrai tu peux tenter et tout. Et je disais mais n'importe quoi, ça fait un mois que je fais du café, voilà. Tranquille. Et je l'ai fait sur le coup de la déconnade et tout et c'était marrant, j'ai découvert pas mal de facettes de ce métier-là avec ce concours. Et ils m'ont dit, mais en vrai, tu devrais participer au championnat de France de café. Et ça c'était en, je ne vais pas dire de bêtises, 2015, je pense, du coup, en janvier 2015, j'avais 3-4 mois de café dans les pattes. Donc j'y suis allé au culot, je travaillais dans une torréfaction parisienne qui m'a un peu soutenu, qui m'a donné du café, qui m'a laissé un peu de temps, qui m'a laissé participer. Et bon, c'est bien passé, j'ai fini 6e, mais surtout j'ai découvert un monde, quoi. Un monde et je suis sorti de ma zone de confort fois 1000 parce que du coup tu te poses des questions, tu testes, tu cherches et cet environnement de concours m'a tout de suite plu. Donc j'ai continué un peu dans cette voie-là, j'ai choisi de ne pas faire de la formation, de ne pas me former, mais de m'auto-former en allant discuter avec des personnes qui faisaient du café, de la torréfaction, des producteurs, à faire des concours pour essayer de découvrir des nouvelles méthodes, d'essayer d'être novateur, voilà. Parce que du coup, c'est une des questions. On a un diplôme de barista, on suit une formation, ou du coup, comment est-ce qu'on obtient le titre de barista? Tu peux être barista si tu veux. Ok. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme d'État pour être barista. Donc, c'est-à-dire tu peux t'auto-proclamer barista en fait. Exactement. D'accord. Mais du reste, tu peux t'auto-proclamer cuisinier. Il n'y a pas de. T'es pas obligé d'avoir un diplôme de cuisinier pour exercer le métier. Il y en a plein qui sont auto-formés. Ceci dit, pour être cuisinier, exercer tout seul dans ta cuisine, il faut quand même
des diplômes d'hygiène et de propriétaires d'établissements, etc. Mais il y a un petit cadre législatif, en l'occurrence pour le métier de barista, pas du tout. Donc au sens diplôme, il n'y a pas de diplôme d'État. D'accord. Nous, quand on fait de la formation ici, on donne un certificat de réussite parce que vous avez passé des examens, des tests et vous avez passé 3 jours avec nous, vous avez fait une formation, donc il y a une certification qui est donnée à la fin. Elle a de la valeur autant que possible par notre constance de travail, notre réputation, tout ça, mais c'est pas un diplôme d'État. On peut pas marquer BEP, CAP, ça n'existe pas ça, pour l'instant. C'est un long travail qu'on aimerait faire près des hautes sphères de l'éducation nationale que d'inscrire ce métier comme un vrai métier, parce qu'en fait, dans chaque restaurant, dans chaque établissement, on sert du café. Donc, on adorerait pousser ce truc-là. Il y a aujourd'hui une FCIL, une formation d'initiative locale à Limoges qui a été initiée, et c'est trop cool. C'est la première fois qu'un lycée hôtelier apprend le métier de barista. Je crois que c'est sur 6 mois, je ne veux pas dire de bêtises, mais donc on a un vrai programme qui a été créé, validé par l'éducation nationale, mais c'est très local, il n'y a que à Limoges pour l'instant et ça pourrait être développé ailleurs, mais on manque encore d'acteurs qui ont de la force et du poids auprès de l'éducation nationale pour faire ça. Et justement, Brice, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce qu'un barista? Quelles sont les compétences à avoir de ton œil d'expert? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Pas mal de choses. Je pense déjà le premier truc, la passion du produit, parce qu'on a à faire un produit qui est très varié et qui est différent tous les jours, qui est assez unique aussi parce qu'on essaye d'avoir de la régularité dans chaque tasse et d'être précis, minutieux. Tout à l'heure, tu m'as vu peser, prendre la température, le temps, etc. Mais la vérité, c'est que j'aurais jamais 2 fois cette tasse-là de café parce que ça correspondait à ce lot-là et peut-être à ces grains-là et peut-être que sur l'arbre, il y a d'autres grains qui ne seront pas tout à fait mûrs de la même manière, ni transformés de la même manière. Donc il faut accepter le fait que chaque tasse est unique et en même temps qu'il faut essayer d'être le plus régulier possible. Et après, il faut sortir de ce produit et de regarder sa petite tambouille parce qu'on est un métier aussi de service et qu'on est face aux clients, qu'on est là pour partager ce produit-là avec les clients, donc donner de l'expérience, donner, je sais pas, des informations, du service. Et quand les gens nous voient faire, nous voient peser, nous voient prendre la température, c'est là où il y a un moment de partage. On est les cuisiniers du café, mais on est face aux clients toute la journée, on est sur un comptoir. Donc pour moi, il y a cette double casquette qui est hyper intéressante, en tout cas avec mon background, qui est en cuisine, tu parles pas aux clients. T'es dans ta cuisine. Rarement, il y a des concepts maintenant qui existent, mais voilà, la plupart du temps, tu es dans ta cuisine et tu cuisines. Et moi, ça me manquait, j'avoue, ce contact clientèle. Ma mère me disait tout le temps, mais tu parles trop bien aux gens et tout, il faut que tu fasses agent immobilier, il faut que tu fasses un métier un métier de relationnel. Elle voulait pas que je fasse de la cuisine à la base, pas trop. Parce que tu es tout seul dans ta cuisine et que tu parles pas aux gens. Et moi, le service tout court, ça ne m'emballait pas parce qu'il n'y avait pas ce côté préparation. Donc là, c'est un super in-between entre les deux parce que justement, tu as ce côté, tu prépares, tu transformes, mais il faut le partager aux gens, il faut l'expliquer. Si tu le fais tout seul dans ta bulle et que tu sers, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de plus-value en fait. Quel est l'intérêt de venir chez toi par rapport à une brasserie ou donc il y a vraiment pour toi cette double casquette, aussi bien la connaissance du café, l'amour du produit, mais aussi l'amour en fait de la clientèle et de le servir en fait. C'est vraiment tout un rituel quoi. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas le contact client, il faut pas faire le métier de barista parce que en fait tu vas être toute la journée face à des gens qui vont te demander des boissons et qui même, on le sait, vont te dire moi je veux du sucre, moi je l'aime acide, moi je l'aime amer, ça c'est bon, ça c'est pas bon, vous pouvez pas me le faire plus chaud. Enfin en vrai il y a une notion de service quoi. Donc des fois c'est pas facile de faire du service, faut laisser ses problèmes à la maison, on enfile le sourire, on est un métier de service, on est là pour servir les gens. Voilà. Et j'imagine qu'effectivement c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off. C'est un métier qui est de plus en plus connu, reconnu, qui est en plein essor, on va dire, en ce moment, notamment avec l'essor des coffee shops et donc le terme des réseaux sociaux, exactement, du terme barista qui maintenant est vraiment connu, quoi. Toi, tu l'as vraiment vu cette évolution, en fait, tu l'as vraiment vécu parce que ça fait combien de temps que...
Bah, ça fait 10 ans que je fais du café, enfin un peu plus dans mon coin, mais Ouais. Et 13-14 ans. qu'est-ce qui a changé pour toi? Enfin, comment ça a évolué? Je pense vraiment les réseaux sociaux, c'est une grosse passerelle. Ok. Aussi les influenceurs, influenceuses, Ouais. au-delà des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est une catégorie à part, mais quand il y a des influenceuses américaines qui sortent leur marque de café, je pense que ça fait tout de suite se poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a encore... pas si longtemps, il y a encore 4-5 ans, quand je disais que j'étais barista derrière un comptoir, les gens me disaient « Ah, c'est cool, et vous faites des études à côté ou c'est votre vrai métier ?» C'est genre pas du tout considéré comme un métier. Et que tu dises aux gens « Je fais du café toute la journée », les gens te regardaient avec des grands yeux en mode C'est-à-dire. Et donc ton métier, c'est que faire du café. Aujourd'hui, ça choque moins quand on dit qu'on est barista. Même ma banquière, elle a compris Oui, elle est rassurée. Mais voilà, En fait, si la banquière a compris, c'est que c'est vraiment des gens qui connaissent pas du tout ce milieu-là, ça y est, ils ont sûr. compris que c'est un vrai truc. Ils ont vu aussi passer 2-3 vidéos, 2-3 publicités qui font la promotion de ce métier-là, même des grosses industries qui mettent sur leur paquet de café barista. C'est vrai. Donc ça force aussi à se poser la question, tiens, barista, c'est quoi? Donc je pense qu'il y a un essor là-dessus, mais c'est hyper récent en France. Ouais, en France. C'est là où il y a le gros boom. Je pense que ça fait déjà quand même une bonne grosse décennie qu'en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, même plus longtemps que ça aux États-Unis, en Australie, où il y a un boom sur le café. En Asie, c'est pareil. Il y a des coffee shops à tous les coins de rue, des baristas à tous les coins de rue. Un barista en Australie, ça gagne $40 de l'heure et c'est OK. C'est un métier reconnu, spécialisé, et donc on paye les gens correctement. Et ici, tu trouves justement c'est dur les débuts en tant que barista, de faire, je sais pas, de la clientèle, se faire connaître aussi. Ouais, même juste être reconnu d'un point de vue, je te le disais, salaire. Tu vois, on est dans un métier qui est hyper spécialisé, hyper précis. Pour moi, c'est aussi valorisant d'être barista que d'être sommelier, que d'être cuisinier. C'est un métier de restauration. On est debout toute la journée, c'est un métier de service. Et aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui payent au SMIC. Et je suis contre ça, je me bats contre ça parce qu'en fait, no offense encore une fois, mais même une femme de ménage, un mécanicien, il n'y a pas de sous-métier. Et tout le monde gagne plus que le SMIC. Enfin, il faut gagner plus que le SMIC. Et quand on est spécialisé et qu'on a un métier assez dur, parce que ça reste de la restauration, il faut le valoriser. Donc déjà, le fait de pousser pour dire aux gens « Attendez les gars, SMIC c'est 1 300 €, on est à Paris, non quoi. C'est pas il faut possible, payer les gens un peu plus ». Et c'est vrai que c'est dur, encore un peu, de moins en moins. Ça va dans le bon sens, mais encore un peu. Ouais. Et effectivement, donc aujourd'hui, ici, on se trouve dans ton centre de formation. Oui, tout à fait. C'était important pour toi, c'est une suite logique pour toi de te dire qu'aujourd'hui, tu veux transmettre, tu te bats aussi, en tout cas tu travailles pour que ce soit aussi reconnu, qu'il y ait potentiellement un diplôme dans les années futures, que ce soit un métier reconnu, bien payé. Ouais. Du coup, ici c'est vraiment, c'est ce qui fait sens pour toi, ce centre de formation. Ouais, j'ai une phrase en tête toujours que m'avait dit Alain Ducasse quand je bossais pour lui. Il m'avait dit, tu sais, c'est bien, mais si t'es le seul à savoir, ça sert à rien. Ouais. Donc maintenant, il faut transmettre. Et il a raison en vrai, que je sache, c'est très bien, tout le monde s'en fout. C'est pas moi qui compte, c'est que le savoir soit transmis. Et c'est pas que moi, c'est les gens qui ont écrit des bouquins dans la salle d'à côté, c'est les gens avec qui on travaille sur la technique, sur les machines, qui nous transmettent des informations, c'est les torréfacteurs qui nous donnent du savoir, c'est les producteurs qui nous transmettent des savoirs agronomiques, c'est une chaîne de valeur. Et c'est pas Brice Robin qui apprend aux gens, déjà je suis pas tout seul dans cette boîte, il y a mon associé Sébastien qui s'occupe aussi de la formation et qui donne autant que moi sur ce parcours-là. Mais le but, c'est que la connaissance, elle soit autant que possible donnée au monde entier. C'est pas d'être le seul à savoir et lui, c'est mieux que tout le monde, donc ok. Non, ça sert à rien. Parce que, in fine, quand on n'est pas là, je l'ai très vite vu dans les boîtes dans lesquelles je bossais. Si j'étais le seul à savoir, c'était un gros problème. Parce que le jour où j'étais off, c'était un peu la cata. Voilà, donc on me rappelait. Donc très vite, il faut donner les informations, transmettre. Effectivement, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de ne pas être le seul à détenir la compétence et le savoir. Et comment ça se passe justement en termes de formation? Si moi demain, passer 3 jours avec vous, tu en as parlé, je crois que c'est juste 3 jours. On s'inscrit sur votre site internet, combien ça coûte? Ouais, on nous envoie un mail déjà pour qu'on vous envoie tout le catalogue, les programmes, avoir un peu d'informations sur la formation. On a plusieurs
types de formations. Ça peut aller des formations pour les gens qui ne sont pas forcément baristas mais qui font du café. Donc les hôteliers, les barman, les CHR globalement, mais qui ne sont pas spécialement très geeks dans le produit, mais qui au demeurant font du café tous les jours et qui pourraient le faire mieux. Donc c'est des formations très efficaces d'une demi-journée qu'on veut accessible pour que justement on puisse former de plus en plus de restaurateurs. On fait de la formation découverte sur une journée pour apprendre les bons gestes sur ce métier-là. Et avoir des bonnes bases de travail, avoir des recettes qu'on puisse opérationnellement travailler direct le lendemain dans un coffee shop en ayant les bons gestes. Et on a de la formation effectivement professionnelle sur 3 jours où on va faire beaucoup plus d'analyse sensorielle, on le faisait tout à l'heure. Reconnaître un arôme dans une fiole, ça paraît tout bête, mais... C'est pas top, hein, on va se le dire. Voilà. Mais après quelques jours, heures d'entraînement, ça va mieux. Et donc on a un apprentissage qui est un peu plus deep, comme ça, où on va faire beaucoup d'analyse sensorielle de la tasse pour être capable soi-même de gérer sa petite recette de café et de modifier le contenu de la tasse. Donc voilà, une formation d'une journée découverte du métier, ça coûte 800 €. Une formation de 3 jours, ça coûte 1 900 €. C'est à peu près le prix de toutes les formations en France. On ne veut pas être spécialement plus cher ou quoi. Encore une fois, le but, c'est pas... Le but, c'est de transmettre. C'est de transmettre et de faire découvrir un maximum de personnes. Et c'est des formations qui sont prenables en charge par France Travail ou par les OPCO parce qu'on est Calliope, qu'il y a des systèmes en France qui permettent d'acquérir de la connaissance sans que ce soit forcément aux bénéficiaires de payer à chaque fois. Donc si les conditions le permettent, on essaye de débloquer des financements. Et vous êtes 6, c'est vraiment, c'est une formation avec peu de monde. Et est-ce qu'il faut forcément, vous accueillez tout type de personnes? J'imagine beaucoup de personnes qui veulent ouvrir des coffee shops. Une bonne partie. Mais ça peut être aussi un particulier qui veut qui est passionné de café et qui veut approfondir ses connaissances. Complètement. La semaine dernière encore, on a eu un élève qui venait et qui souhaitait devenir barista, qui n'avait pas encore de base de travail, donc il est venu juste sur une journée pour avoir des notions de recettes de référence, pour avoir les bons gestes, pour avoir les bons réflexes, savoir nettoyer, entretenir son matériel, parce que la restauration, c'est aussi 30% de temps de nettoyage. C'est ça aussi, savoir gérer une commande, un envoi de rush de café. Et donc là, il a les bonnes bases de travail et il va pouvoir postuler sereinement auprès d'un employeur en disant oui, je suis débutant, mais je me suis formé et je sais comment faire. Mais donc en fonction du profil, on n'accueille pas tout type de profil sur la formation professionnelle parce que le but c'est de passer d'un niveau débutant, intermédiaire à un niveau pro, mais il faut quand même déjà au moins être débutant, c'est-à-dire au moins avoir quelques notions, au moins avoir goûté quelques boissons. Là, si tu me disais je veux faire une formation de 3 jours au niveau professionnel, je te dirais attends, tu vas te prendre sûrement un raz-de-marée d'informations et c'est possible si tu es très motivé, mais ça va être dur. Je te conseillerais de commencer par voir si le métier te plaît en une journée et peut-être qu'après, effectivement, on va aller faire quelque chose de plus complet. Et selon toi, Brice, pour toutes les personnes qui veulent ouvrir un coffee shop sur Paris, est-ce que c'est un milieu très concurrentiel ou comment tu le définirais, toi? Sur Paris, je pense que ça commence à devenir assez concurrentiel, surtout en fonction des arrondissements. Mais il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il avait référencé 900 coffee shops à Paris. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'on est pas loin de la vérité. Quand on regarde, nous, on peut s'appuyer sur le nombre de machines vendues. Par exemple, ça donne un bon indicateur. Effectivement, je pense qu'on s'approche de ce chiffre-là. Donc à Paris, il n'y a pas de problème, il y a des cafés. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour du café en dehors de Paris aussi. Alors pas forcément qu'en province, ça peut être aussi à Saint-Ouen, à Montreuil, à Vincennes, voilà. Je pense qu'il y a de la place là-bas aussi. Et effectivement, il faut que les gens puissent boire du bon café, pas que à Paris, pas que à la capitale, mais peut-être aussi en Bretagne, en Corrèze, en Lorraine, etc. Parce qu'en fait, il y a des torréfacteurs artisanaux, indépendants, partout en France maintenant. Ça y est, le métier a suffisamment repris du souffle, donc on peut travailler partout, quoi. Et là j'ai de la demande effectivement pour La Rochelle, pour la Bretagne, pour la Savoie, pas mal. Donc non, ça pousse partout, c'est bien. Tu sens vraiment l'essor plus global au niveau de la France, mais aussi au niveau des producteurs, de ceux qui, les torréfacteurs. C'est vraiment quelque chose qui reprend là, qui est en plein boom, quoi. Complètement. Et grâce à des acteurs, comme je te le disais tout à l'heure, qui poussent et qui font partie
d'associations qui donnent de leur temps grâce à des marques comme Victoria Arduino qui nous aident aujourd'hui à faire de la formation mais qui sponsorisent aussi les championnats, donc qui injectent de l'argent pour qu'on puisse valoriser ce métier et qu'il y ait une vraie reconnaissance. Grâce à ça, du coup, on a des gens qui gagnent des titres, qui peuvent mettre en avant leurs titres et du coup faire valoir du bon café auprès d'un public plus large. Voilà, c'est un cercle vertueux mais ça se fait pas tout seul et il faut des acteurs, il faut des entreprises qui mettent la main à la pâte et qui donnent de leur temps, de leur énergie et aussi un petit peu d'argent, c'est le nerf de la guerre. Et toi, Brice, jamais tu as eu cette idée d'ouvrir ton propre coffee shop? Ah si, de fou. Quand on se dit bon, quand même, t'es champion, il est où le coffee shop? Non, mais j'aurais adoré, et, enfin j'adorerais, c'est encore un projet actuel. Simplement, des fois, l'alignement des planètes. J'ai tenté d'ouvrir un coffee shop il y a 6-7 ans. Avant de rejoindre Alain Ducasse, j'ai cherché avec une amie, on n'avait pas les fonds nécessaires à l'époque, donc on cherchait de faire avec des bricoles et en vrai on n'avait pas les épaules. C'était sûrement une bonne chose de ne pas l'avoir fait parce qu'on n'aurait peut-être pas assumé financièrement et on a cherché pendant 1 an un local qui correspondait à notre budget, etc. On n'a pas trouvé. Suite à ça, j'ai été appelé par les équipes d'Alain Ducasse pour rejoindre le projet et démarrer le projet café à la manufacture. Je ne voulais pas dire non à Alain Ducasse en tant qu'ancien cuisinier, je pense que ça ne se fait pas. J'ai enchaîné 3 ans et demi avec cette équipe. Je suis parti, j'ai été sélectionné pour faire la réouverture du café Dior Avenue Montaigne, qui est un autre projet luxe hyper intéressant. Pareil, je ne me voyais pas dire non. Et je suis parti de chez Dior l'année dernière en me disant bon, qu'est-ce que je fais ? Je vous avoue que j'ai un but de déménager à un moment de Paris et que je sais qu'il y a pas mal de coffee shops à Paris, donc je me suis dit ok, on va peut-être faire de la formation et de l'événementiel. C'est du coffee shop mais nomade. On se déplace auprès d'entreprises, auprès d'événements, beaucoup de fashion week, de choses comme ça, pour faire du café en mode éphémère. Donc on fait des coffee shops éphémères. Du coup c'est un coffee shop différent tous les jours. Bah voilà. Mais peut-être que demain, si je déménage, je monterai un coffee shop, pourquoi pas. Le rêve est toujours d'actualité. Et on en parlait tout à l'heure, et tu as ton trophée d'ailleurs juste ici. Mais vraiment, on veut savoir comment se passe un concours. T'en as fait, je crois, France et aussi à l'international. À l'international, comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Vous êtes combien? Sur combien de temps sont les épreuves? Comment vous êtes évalué? Alors, il y a plusieurs catégories de concours sur ce qu'on appelle la SCA, la Specialty Coffee Association, qui est une association mondiale qui nomenclature un peu ce qui se fait dans le café. Qui donne des guidelines, donc des cours, et qui donne aussi des concours de café sur différentes catégories. Donc il y a torréfaction, il y a cup tasting, c'est une dégustation de 8 triangles de café. Il faut trouver lequel est l'intrus dans le triangle parmi les 3 tasses, dans le meilleur temps. Il y a une épreuve de café filtre, il y a une épreuve de cocktail à base de café. D'accord. Il y a une épreuve de latte art, où on est uniquement évalué sur les dessins, sur le visuel, et il y a une épreuve de barista, l'épreuve que j'ai gagnée, où c'est une épreuve un peu mixte de présentation d'espresso, de boissons lactées à la dégustation, et de boissons signature, mais sans alcool. D'accord. Donc c'est une épreuve assez dense, assez complète. On a 15 minutes pour présenter un panel de 4 juges. C'est 12 boissons, une boisson chacune. Et on est aussi évalué sur la partie technique. Donc on est évalué sur comment est-ce qu'on prépare le café, est-ce qu'on nettoie bien la grille, est-ce qu'on tare bien, est-ce qu'on a le bon poids, est-ce qu'on tasse correctement, est-ce qu'on ne fait pas d'erreurs techniques, quoi. Donc il y a une analyse technique et une analyse sensorielle des juges qui vont évaluer la corrélation entre ce que j'annonce qu'ils vont sentir. Et est-ce qu'ils vont le retrouver? Goyave, ananas, chocolat noir. Est-ce que tu le retrouves? Donc bien sûr, c'est pas des gens qu'on trouve dans la rue qui font juge, c'est des professionnels du café et qui sont calibrés. Vous pourriez être juge, mais vous seriez calibré à la dégustation sur qu'est-ce qu'on appelle une acidité moyenne, qu'est-ce qu'on appelle une acidité légère, qu'est-ce qu'on appelle une haute sucrosité, qu'est-ce qu'on appelle une note de cerise, etc. Donc il y a tout un monde à l'intérieur. Et il y a plus de 700 points sur lesquels on est évalué. Donc on a beaucoup de feuilles et beaucoup de points à obtenir.
très Vous complet. êtes combien? En France, on est 10 à 15 en général chaque année à participer Ok. sur la partie barista. Ok. Là, ils étaient 60 sur la partie cup tasting, sur la dégustation des triangulaires de café. Waouh. Ok. Aussi parce que c'est une épreuve un peu plus accessible en termes de matos. D'accord. Ok. Sur le cup tasting, il faut venir avec sa cuillère. D'accord. Sur le barista, il faut que je vienne avec mes tasses, avec mes verres à eau, avec Ah oui, c'est toi mon qui matériel viens avec ton professionnel. matériel. Ouais, on Ok. nous fournit un moulin à café et une machine à café Ok. sponsor. Mais tout le reste. On est obligé c'est d'utiliser, mais il nous faut beaucoup de café. toi. Ok. Pour faire les tests en amont, il nous faut beaucoup de lait. Donc, c'est des présentations, c'est un peu un récital. Hein. On répète notre speech. Et quand on arrive devant les juges, on lève la main, on dit time, le temps démarre. Et là, chaque seconde fait partie d'un speech. Et c'est vraiment il y a un peu un jeu d'acteur aussi parce qu'on on a répété ce truc-là en amont. Il faut que chaque geste corresponde à chaque ligne de texte et que tout se passe bien. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc c'est un peu plus coûteux comme compétition. Donc, on est 10, 15 au niveau national et le champion de chaque catégorie a le droit de représenter son pays au niveau mondial. D'accord. La compétition mondiale, elle change chaque année. Ok. Les prochains, c'est à Houston. Et moi, c'était à Busan en Corée du Sud en mai dernier. Waouh. Et à Athènes en Grèce l'année dernière. Mais ça change chaque année. Ok. Et là, à ce moment-là, vous êtes combien au niveau En barista, on est une cinquantaine Waouh. de ok. pays représentés. C'est super. En vrai, les rencontres doivent être Ah bah, folles, du coup, quoi. c'est cool parce qu'on est les 50 entre guillemets meilleurs de cette année-là. Et c'est que des gens qui incroyable. sont dans le même stress et dans la même préparation. Et puis au début, on ne sait pas qui gagne, donc on fait copain avec tout le monde. Et puis en fait, c'est ça. tu te retrouves copain avec le champion du monde parce que voilà, ça s'est bien passé, c'était cool. C'est ouf. Donc ouais, c'est super enrichissant. Et puis effectivement, on est à des strates un peu élitistes de café. Bien sûr. On trouve des process absolument incroyables, des producteurs absolument incroyables. Ouais. On goûte les meilleurs cafés de la planète. Ouais. Donc c'est hyper cool, hyper enrichissant. Et on grandit beaucoup, je pense, Ouais, professionnellement. c'est sûr. Donc c'est hyper important de le faire. Et justement, être champion de France de barista, est-ce que ça t'a ouvert des portes, Brice, Ouais. la suite? Oui. Est-ce que ça Oui, a été un réel levier pour toi? On va Est-ce pas que ça se change, ouais. mentir. Je ne sais pas si vous êtes venu parce que je suis champion ou pas, mais Non. potentiellement ça intéresse des gens de voir qu'il y a marqué champion, ne serait-ce que pour le boulot. C'est vrai, il y a des gens qui se disent bon bah s'il est champion, peut-être qu'il a quand même un peu de crédibilité au niveau de sa Bien sûr. connaissance café pour faire de la formation, mais aussi pour de l'événementiel. Il y a des marques qui adorent s'acheter la compétence et la renommée de champion, pas que dans le café, mais aussi si on fait du cyclisme ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a des marques qui bossent beaucoup comme ça. Et puis vraiment, je te le disais au début, mais ça apporte un peu, je pense, de crédibilité dans le milieu professionnel. Maintenant, je mets pas que ça en avant et je le prends pas pour argent comptant parce que Ouais. ça reste un concours, ça reste 15 minutes d'une vie et il faut que le reste suive. Donc ouais, ok, ces 15 minutes-là se sont très bien passées. Plusieurs fois, donc c'est cool. 2 fois, je pense que ça ancre le truc et c'est pour ça que ça a changé quelque chose dans Combien ma... au total, du coup, t'as gagné de trophées? Alors 2 sur la barista et Ok. un championnat de France d'Aéropress qui est une autre, Ok, oui, c'est bon. une autre ça catégorie. rentre bien, quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que cette année-là, ça a un peu changé les choses parce que tu Ouais. te dis, ok, c'est peut-être pas le fruit du hasard et Ouais. ça fait plaisir. Ouais. Mais je le prends pas pour argent comptant parce que ça reste un concours et derrière, ça veut pas dire que tu es forcément un très bon barista ni professionnel du café. C'est 15 minutes d'un concours qui représente pas toujours la réalité parce que tu mets en place des fois des protocoles, des process ou des boissons qui sont pas toujours représentatifs d'un milieu coffee shop pur et dur. Ouais. Donc voilà, il faut quand même que le reste suive. Bien sûr. Est-ce que tu as eu des remises en question sur ton parcours ou des moments un peu plus difficiles que d'autres? Ah ouais, bah, je pense déjà démarrer une entreprise, comme c'était le cas l'année dernière, c'était un gros plongeon dans le vide. Ouais. Parce que tu sais pas en vrai si ça va marcher ou pas, tu sais pas si tu vas avoir assez de clients, si voilà. Genre, en fait, pour la petite histoire, j'ai commencé tout seul l'année dernière D'accord. en quittant Dior pour faire de la formation et de l'événementiel. Ouais. Donc déjà, Victoria Arduino m'a proposé d'être leur brand ambassadeur au niveau français, donc c'est trop cool parce que c'est un soutien énorme et c'est une grosse reconnaissance de la part de la marque, C'est clair. qui est une marque hyper reconnue dans le milieu. Et puis de ça, en fait, j'ai revu Sébastien avec qui j'étais pote l'année dernière
Et je commence à avoir beaucoup de boulot et donc on s'est dit ok, on va monter un local, mais donc ok, on va acheter un local et faire les travaux nous-mêmes et tout. Et donc gros plongeon dans le vide une seconde fois. On va aller voir ma banquière. Ouais, c'est ça. Et donc on va investir et acheter. Est-ce qu'on achète une grosse table en marbre? Ouais, ok. Voilà. Donc en fait on fait des choix et on est obligé, hein, on prend des risques. Et donc est-ce que ça paye, est-ce que ça paye pas? T'en sais rien. Je pense que quand tu fais bien ton boulot et que tu es sérieux, il n'y a rien de mal qui peut vraiment se passer, mais en vrai, il y a un risque. Bien sûr. Un Covid, Bien sûr. tu vois, qui peut arriver. C'est clair. Une variole du singe, je sais pas. Non, mais en vrai, tu sais pas. Ouais. Je peux me prendre une voiture en sortant, on sait pas. Ouais, Donc, il y a toujours un peu de peur et tout, mais c'est aussi ça qui est excitant. C'est aussi ça que je suis allé chercher dans l'entrepreneuriat. C'est que tu sais pas trop ce qui t'arrive et de quoi sera faite ta semaine après. Ouais. Et puis là, on continue à grossir, donc c'est cool. Petit à petit, hein, on n'est pas une multinationale, mais on va commencer à faire rentrer du monde avec nous. On va commencer à se développer et à pouvoir former plus de monde, donc c'est trop cool. Ouais. C'est une super nouvelle. On parlait effectivement que tu n'es pas tout seul dans l'aventure, tu es associé. Comment est-ce que tu as choisi ton associé ou comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas là du tout pour écouter. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas là, juste là. Voilà. Avec Seb, on s'est rencontrés il y a très longtemps. En fait, j'avais fait une mini formation latte art quand il commençait le café. D'accord. Il y a 6 ans, 6 ans. Ouais. Et c'était bon, c'est une mini formation. Hein. C'était chez un copain, on a allumé une machine à café, et on a fait de la formation. C'était pas vraiment comme ce qu'on fait aujourd'hui, hein, mais c'est des petits tips et tout. Et en fait, Sébastien, il travaillait chez Saint-Laurent. D'accord. Il était le head of coffee de Saint-Laurent, donc il travaillait déjà dans le milieu du luxe. Et moi, quand je suis rentré chez Dior, j'ai commencé à le recontacter parce qu'en fait, on avait à peu près des postes similaires. On avait globalement les mêmes postes, les mêmes boss, les mêmes problématiques. Donc j'avais un peu besoin d'avoir son avis sur la question. Ouais. Et donc on a commencé à pas mal se revoir à ce moment-là. Et quand il a quitté Saint-Laurent l'année dernière, effectivement, on s'est revus en mode... On a tous les deux bossé pour Alain Ducasse, on a tous les deux fait de la restauration, cuisine avant, on a tous les deux bossé pour le luxe avec moi Dior, lui Saint-Laurent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et en fait, c'est pas un choix à proprement parler, c'est que c'était une suite logique, on a discuté, les planètes se sont alignées, on était dispo, motivés pour faire la même chose au même moment. C'est pas genre Sébastien qui a choisi de bosser avec Brice, c'est pas Brice qui a choisi de bosser avec Sébastien. Je pense que c'est une rencontre, un contexte qui fait que c'était normal et logique, quoi. Ouais, trop bien. Quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, même au-delà, tu vois, d'être barista ou d'ouvrir un centre de formation, qui souhaitent entreprendre et en plus s'associer avec une personne? C'est quoi les conseils que tu donnerais? C'est marrant parce que j'ai abordé le sujet il n'y a pas longtemps avec une amie qui souhaite s'associer aussi et qui a sa boîte. Je pense qu'il faut déjà poser les bases dès le départ. En vrai, Seb, c'est exactement ce que je veux faire à 1 an, 2 ans, 5 ans. Quelles sont mes aspirations? Je sais quelles sont les siennes aussi. Et en fait, on a bien posé le truc dès le début. S'il y a un abcès à crever, on le crève dans l'heure. Et en fait, la communication, je pense que d'une manière générale, sûrement avec vous aussi, c'est la clé. Si tu communiques pas, si tu fais les choses dans ton coin, si t'es pas clair dès le départ sur ce que tu veux faire de Polygone dans 5 ans, je pense que rapidement il va y avoir des couacs et des problèmes. Donc une association, ça peut très bien se passer. Et je suis trop content, je touche pas du bois. Désolé. Mais ça se passe bien et en vrai, il peut y avoir effectivement des moments où c'est plus dur et tout, mais en fait, tu poses les choses, tu discutes et il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Mais je pense que la communication, c'est la clé. Après, pour l'entrepreneuriat, je ne vais pas vous l'apprendre, il ne faut pas compter ses heures, il faut être motivé, il faut faire face à des moments de doute, il faut des fois se poser des questions, des fois faire des erreurs et se ramasser et voir que tu as fait une connerie. Ça arrive, ça fait partie de la vie d'entrepreneuriat. Après, encore une fois, je pense que si tu fais le cœur de ton boulot correctement et que tu es sérieux, que tu payes tes fournisseurs correctement, que tu fais les choses dans le cadre, il ne peut rien t'arriver vraiment de catastrophique, quoi. Je pense que déjà, si tu ne te comportes pas mal avec les gens, j'allais dire déjà, c'est pas mal. On a un petit jeu. Avant ça, effectivement, on n'a pas abordé un sujet, c'est les fournisseurs.
qu'est-ce qui est important pour toi quand tu sélectionnes tes fournisseurs? Nous, comme je te le disais, on travaille avec une marque de machine à café, principalement. Ouais. 2 avec Nuova Simonelli, mais qui fait partie du même groupe. Ouais. Et en fait, on a ce rôle de transparence, de travailler avec plein de monde différents. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on ne travaille pas avec un torréfacteur en particulier. On peut avoir des affinités, mais ce n'est pas la question. On travaille avec tous les torréfacteurs de la scène et parisienne et française, tout simplement parce qu'eux-mêmes travaillent pas mal avec cette marque de machine à café. Et en fait, on ne veut pas s'attacher à travailler qu'avec quelqu'un parce qu'il y a plein de visions dans le café. La torréfaction que je vous ai fait goûter là, moi ça me plaît, c'est trop cool, mais c'est peut-être pas la tasse de thé entre guillemets de tout le monde et au demeurant peut-être que Céleste va m'envoyer des gens en formation, je vais les faire travailler avec son café, mais peut-être que j'aurai aussi des gens de chez Lomi à Paris, voilà, il y a plein de monde, donc nous on travaille avec plein de monde différents, évidemment on a nos propres goûts, mais on travaille de l'industriel de café jusqu'au petit torréfacteur artisanal qui fait moins de 10 tonnes à l'année. Donc vraiment... Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel assez large, assez vaste. Et justement, Brice, où est-ce que tu trouves toute cette inspiration? C'est lors de voyages? Comment tu es aussi créatif? Le fait de toujours tout goûter, ou tu es curieux, tu te déplaces dans plein de coffee shops et je sais pas, tu vois ce que fait la concurrence? Je suis un très mauvais élève pour faire tous les coffee shops de Paris. Vraiment, j'en ai des coffee shops que j'aime bien, dans lesquels je vais souvent, mais j'avoue que j'ai malheureusement pas le temps de tous les faire et de tous les découvrir. Mais je suis très curieux de nature et j'aime ce côté créatif et je pense que les compos ont pas mal aidé à le construire, ce côté créatif, mais de se forcer à trouver des idées, des nouvelles verreries, des nouvelles techniques, etc. J'adore ça. Et du coup, j'adore créer des nouvelles boissons. On en refait une cet après-midi en tournage et tout. Et ouais, tu t'inspires de cultures différentes, tu t'inspires de verres, tu t'inspires de couleurs. Je passais beaucoup de temps, il y a quelques années, à traîner au BHV ou dans les grands magasins comme ça. Je flânais, genre j'achetais rien. Mais j'adorais aller voir ce qui se faisait, aller voir les tendances, aller voir les couleurs, les matériaux. Je trouvais ça trop cool. Ou dans les magasins de cuisine, les magasins de verrerie et tout. J'adore ça. Je pense qu'il n'y a qu'en allant dans ce genre de truc où tu te dis « c'est trop bien ça ». En vrai, tasse d'un magasin qui fait pas du tout de la vaisselle de café et en vrai, tout le monde l'adore et tout. Et il faut y aller pour voir cette tasse-là et dire ça irait trop bien dans une presse de café ou avec tel type de produit et tout. Faut être très curieux, je pense, mais moi j'adore ça. Elle est à fond, quoi. Très bien. Maintenant, on t'a préparé un petit jeu. Waouh. Mythe ou réalité. Es-tu prêt? Ok. Alors, mythe ou réalité, on peut tout dessiner dans un café. Tu parlais comment t'appelles ça, du art coffee? Latte art. Latte art. Est-ce qu'on peut vraiment, on peut tout te demander ou... Alors, ta question, c'était pas ça. Est-ce qu'on peut tout dessiner dans un café? Voilà. Oui. Okay. Est-ce que tu peux tout me demander? Non. Je suis pas le champion du monde de latte art et donc j'ai quelques limites, notamment si tu me demandes de dessiner ton visage, ça va être une catastrophe. Mais il y a des gens qui le font très bien. Il y a des gens tu peux vraiment tout dessiner, enfin un visage, peu importe, enfin une figure, tout. C'est aller voir le compte de Paul sur Instagram qui dessine des visages, qui a dessiné mon visage à Busan en Corée. C'était incroyable. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, il y a des gens qui arrivent à faire des figures très réalistes, des animaux, des paysages, des forêts, etc. Mythe ou réalité, Brice, tu connais tous les cafés du monde, toutes les sortes, t'es un expert. Impossible. Impossible. Genre le mythe de dire ça c'est un Colombien, non. Ah oui, voilà. C'est pas même, tu vois, parce qu'on dit effectivement par rapport au vin, on arrive à déceler la région. C'est pas sur un pays. Ouais. Mais là, si tu prends du coup à cette échelle-là les possibilités d'un café sur le globe, non. Impossible. Et je mets au défi qui que ce soit de le faire. Mythe ou réalité, un vrai café pour toi, c'est sans lait? Mythe. Il y a des cafés qui vont mieux avec du lait. Ah ouais. Il y a des cafés qui s'extraient, qui s'épanouissent mieux avec du lait et avec des laits sélectionnés pour ce café-là. Ok, d'accord, très bien. Et mythe ou réalité, ça te fait grincer des dents les gens qui mettent du sucre dans leur café? Non, mythe. En vrai, il faut consommer le café comme tu l'aimes. Le client est roi, on a un métier de service, je l'ai assez répété. Si tu veux mettre du sucre dans ton café, je vais te conseiller de ne pas le faire et de te conseiller de goûter avant de le faire.
Peut-être qu'il n'y a pas besoin de sucre. Ouais. Dans ce café-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de sucre. Mais en vrai, si tu aimes ton café sucré, sucre-le. C'est pas mon café. Sucre dedans. Mais je ne Avec conseille pas de le modération faire. quand même. Ok. C'est quoi ton pourquoi d'entreprendre? Donc, pourquoi d'entreprendre? Ouais. Genre, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur? Ouais, pourquoi tu es entrepreneur? Pourquoi tu as un centre de formation? Oh là là, je dois pas le dire ça, mais je pense que c'est dur de me superviser. On peut le dire, On peut le dire, ok. peut le dire. Je pense que c'est dur de me superviser. Et je pense qu'il y a un moment où j'avais besoin d'être mon propre patron. Et de faire l'expérience peut-être de mal faire les choses en tant que patron. Voilà. Mais j'avais besoin de faire mes propres choix et de faire ma propre route à un moment. Pour avoir travaillé dans des petites structures, et je préfère, et dans des grosses structures, type Dior, où il y a beaucoup de politique, d'échelons, de pyramides, je pense que ça ne me correspond pas trop. Et quel est ton rêve le plus fou, Brice? Être heureux, je pense que c'est déjà pas mal. Ne pas faire de sa vie de travail un esclavagisme moderne et un enfer. Je pense qu'il faut être détendu et que la vie sans stress, c'est déjà une belle victoire. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous pour votre temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Des beaux projets pour la suite. Il y a pas mal de choses sur le feu. Donc, il y a des concours qui vont arriver avec Sébastien en janvier. Il y a des beaux projets dont on ne peut pas parler encore, mais sur des collaborations avec plein de marques. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Trop bien. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment, pour cet échange. On a l'habitude de toujours finir par soit un petit chèque ou soit un petit quelque chose, quoi, avec l'invité. C'est toujours le moment d'impro. Mais là, j'avoue, on a du café. Toi, tu l'as fini ou pas? Moi, je vais m'en servir. Voilà. Et je pense qu'on pourrait un peu chin. Voilà, faire un petit chin de café quand même. Ça se fait, ça. Ouais, ça se fait. C'est pas que pour le champagne, finalement. Un petit son, olé olé, je sais pas. Ah ouais, olé olé. Ah, non. Chin café, tu peux l'inventer. Je pense qu'il existe pas. Chin café. Allez, chin café. On ressent bien évidemment du coup la myrtille, la vanille. La myrtille, la papaye, le chocolat noir. Voilà, exactement. tout à fait. Merci beaucoup Brice. On mettra toutes vos informations du coup en commentaire. Encore merci pour ton temps, merci pour cet échange, cette bienveillance et générosité. Et vous, on vous dit à la semaine prochaine. Et en attendant, on vous fait des bisous.